Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Commémoration des 57 ans de l'indépendance du Togo, des inaugurations à l'exposition en mémoire de Sylvanus Olympio, en passant par le traditionnel défilé. La célébration de cette année a connu quelques retouches. Mais le Togo ressemble-t-il réellement à un adulte de 57 ans? On va en parler dans cette émission. Dans cette ambiance, le discours à la nation du chef de l'État, légèrement différé hier, appelle à la préservation des acquis démocratiques. CAP 2015, principal regroupement de l'opposition togolaise, est à son deuxième colloque sur la problématique de l'alternance politique en Afrique. 3 invités pour débattre de tous ces sujets. Ildefonse Akpaki, directeur de la publication de l'hebdomadaire La Gazette du Golfe. Hariro Tchakala, directeur de la publication de l'hebdomadaire Le Courrier de la République. Et Jacques Djakouti, journaliste et analyste politique. Les spécialistes numéro 83 sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Jacques Djakouti, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Comment avez-vous fêté hier? Très bien. Ça va. On va y revenir. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir. La fête hier? Dans le recueillement. Pourquoi? Non mais dans le recueillement parce que la manière dont le pays est géré, la manière dont les Togolais vivotent fait que cette célébration doit être célébrée dans la prière et dans le recueillement. Voilà, c'est votre position. Notre troisième invité, Hariro Tchakala, est entendu. On espère qu'il va nous rejoindre d'un moment à un autre dans cette émission. Le premier sujet, c'est justement la commémoration des 57 ans de l'indépendance du Togo, inauguration de e-government, voilà. La pose de premier paire de port de pêche de Gbetchoube, exposition en mémoire de Sylvanus Olympio, défilé militaire et civil, entre autres. Jacques Djakouti, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette célébration? Il faut reconnaître que dans cette kyrielle de manifestations, lors des 50 ans de notre accession à la souveraineté internationale, ce qui a le plus marqué, comme vous l'avez si bien dit, c'est les inaugurations. L'inauguration du siège de l'OTR. Il y a eu également le lancement de la construction du nouveau port de pêche. Et il y a eu également, vous l'avez également évoqué, la question de l'inauguration également de e-gouvernement. Je crois que c'est des manifestations qu'on peut mettre à l'actif de nos 57 ans. Et le clou a été effectivement donné lors du défilé hier des forces vives de la nation, et également les militaires et les paramilitaires également qui ont défilé hier au cours de 157 ans de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. En plus de ça, il faut reconnaître également l'allumation de la flamme de l'indépendance, et également l'exposition qui a été faite par rapport à Sylvanus également Olympio. Donc je crois que c'est des activités qui ont meublé les 57 ans de l'anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale que nous pourrons quand même retenir. Et le temps de ces manifestations, c'était le message à la nation hier du chef de l'État. Voilà, pour ce message, on va revenir un peu longuement au cours de cette émission. Hariro Tchakala, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher ami. Bonne écoute à toutes et à tous. Comment ça s'est passé la fête hier? Non, ça se passait sous le signe de la réflexion de mon côté. Ces 47 ans d'indépendance, j'ai essayé de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ce que nous avons, nous, Togolais et Togolaises, avions fait des 57 ans. Quel prix donnons au sang versé par nos aïeux pour que le Togo puisse être dans le concert des nations aujourd'hui. Donc le côté festif n'était pas de mon côté, je l'ai plutôt passé cette date-là à réfléchir, surtout quand on jette un regard sur ce qui nous entoure, sur les pays qui sont tout autour de nous. Je vois que le Togo constitue une exception
Et qu'est-ce qui fait que cette exception est en train de perdurer dans le temps? Donc, tous ces paramètres-là me permettent de mettre cette célébration sous le sceau de la réflexion, sous le sceau de la profonde méditation. Ildefonse Akbaki, ça a été en réfléchi, on fait des réflexions. D'autres ont apprécié le défilé. Vous avez parlé de recueillement. Mais néanmoins, il y a quand même des activités qui ont été faites tout au long de cette semaine. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Vous savez que je suis un tout petit peu embarrassé quand il faut parler de ce genre d'activités. Mais comme Tchakala l'a dit tout à l'heure, il faut revoir dans le rétroviseur. Et lorsque moi j'ai fait cet exercice pour voir ce qui a été fait il y a 57 ans, je me suis dit que ce sera une injure à Sylvanus Olympio que d'exhiber ou bien de présenter son image, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à l'une de ces activités qui a consisté à présenter les photos ou bien les images. Je suis un tout petit peu embarrassé parce que en tant que Togolais, que exhiber une image de Sylvanus Olympio, comme je l'ai dit, est une injure quand on sait que tout juste à côté de nous, ceux qui ont bataillé, qui ont versé leur sang pour obtenir l'indépendance, on a érigé des monuments en leur mémoire. À Accra, tout près, on a le monument de Nkrumah et un centre, un lieu dédié en son nom, Nkrumah Cercle. Il y a un hôpital ici qui porte le nom de Sylvanus Olympio. Non, c'est une injure. C'est d'ailleurs une bêtise. C'est une bêtise. Je vous dis que l'indépendance, pour celui là à qui on colle le nom, qui n'a aucune référence, et qu'on nous dit que c'est juste ces images qu'on exhibe. Moi, je ne fais pas du tribalisme, mais je suis malheureux que feu le général Yadema a un monument à Accra. Vous voyez ce qui me choque en tant que Togolais, que celui qui a proclamé l'indépendance du Togo n'a même pas un monument en sa mémoire. C'est une injure. Ça me choque. Alelo Tchakala, c'est l'une des activités également, mais pour certains, cette exposition qui a été faite avec le concours de l'ambassade des USA au Togo est une manière de restaurer l'image de Sylvanus Olympio. Non, cela m'amène à réfléchir sur certains indicateurs qui me choquent. On a fait une exposition en mémoire du père de l'indépendance avec le concours d'une première puissance mondiale. Ça veut dire que pendant tout le temps, on s'était vertué à dynamiter l'existence même de cet homme. On a tout fait pour que cette trace n'existe même plus. Si ce n'est le nom, avant même, il paraît, on était tout petit, s'appeler Sylvanus là, mais c'est un crime contre l'humanité. Donc si c'est avec le concours d'une puissance étrangère qu'on va faire ces expositions-là, je me dis que ça veut dire qu'en interne, on n'a pas d'archives concernant cet illustre Togolais, ce grand homme qui à un moment a fait tout ce que nous avions connu et étudié pour que le Togo ait aujourd'hui un drapeau, le Togo ait sa devise, le Togo ait son hymne. Donc vous avez vu la violence avec laquelle on s'est évertué à effacer de la mémoire collective quelqu'un comme Sylvanus Olympio. Heureusement que on peut effacer même, on peut tenter de mettre ça dans de l'acide, ça ressurgit quelque part. Et Dieu faisant bien les choses, c'est avec le concours de l'ambassade des États-Unis qu'on a pu réaliser cette exposition-là. Donc certains pourront aujourd'hui se faire une idée de ce grand homme. Et je crois qu'il en va de tous ceux-là qui voudraient garder quelque chose pour la postérité. Mais Ildefonse Akbaki a dit quelque chose qui a tout son poids, qui a tout son sens. C'est vrai,
si à un moment, Olympio a divisé les Togolais, aujourd'hui, on est en train de réhabiliter sa mémoire et cela passe par des actes forts. Au nombre de ces actes forts, pourquoi pas une chose, son bus ou bien tout ça là, avec... on met ça dans un grand carrefour, un carrefour de Rona, le carrefour de GTA. Maintenant, on est en train de réhabiliter ça. Avant, c'était des herbes. On pouvait même faire la chasse là-bas et déguster de petits gibiers. Heureusement qu'on est en train. On pouvait aussi ériger quelque chose de grandiose en la mémoire de ce Togolais, cet illustre Togolais que nous avons connu et qui a eu à poser des actes forts pour que le Togo soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais malheureusement, si l'on dit réconciliation, il faut réhabiliter sa mémoire, mais pas de concret autour de cela. Rien de concret. Jacques Dakouti. Non, je crois que, vous savez, quand on parle aujourd'hui du 27 avril au Togo, il faut reconnaître que dans les années 2000 jusqu'en 2005, vous savez que c'était une fête que les Togolais avaient oubliée. Je crois qu'avec la venue de l'actuel président de la République, ils ont quand même su ramener une fois encore cette fête de l'indépendance. Il est vrai qu'aujourd'hui les Togolais fêtent dans la division, mais ça a un sens quand même qu'on puisse aujourd'hui réhabiliter cette fête dans son sens et que on puisse aujourd'hui parler de la mémoire de Sylvanus Olympio et exposer ses œuvres au niveau du Palais des Congrès. Je crois que c'est des faits qui pourront quand même aider cette jeune de la classe, c'est-à-dire au Togo, de pouvoir revivre l'histoire de ce pays, c'est-à-dire revivre ce qui s'est passé dans le temps et savoir que tout ce qui s'est passé dans le temps, l'histoire qu'on avait tronquée par rapport à l'accession du Togo à cette indépendance et les acquis également que le Togo avait eu pendant cette indépendance, je crois qu'aujourd'hui avec cette exposition-là, les jeunes que nous sommes et puis les étudiants, les élèves que nous avons aujourd'hui pourront une fois encore se remémorer une fois encore au niveau de cette histoire. Donc je crois que le fait de réhabiliter cette mémoire, le fait également de ramener cette fête de l'indépendance aujourd'hui, au détriment par exemple des autres fêtes, je crois que c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'il y a des choses aujourd'hui qu'il faut essayer de revoir par rapport à cette fête, parce que les compatriotes se plaignent aujourd'hui par rapport à ce défilé. Vous savez, le lieu où ce défilé-là se déroule, certains compatriotes ont peur d'y aller, parce qu'ils trouvent que cette zone-là est un peu bouclée par les forces de sécurité de l'ordre. Les gens ont peur d'y avoir accès. Je crois que c'est des choses qu'il faut revoir dans le temps. Et comment faire pour que cette participation-là soit une participation massive, parce que nous nous rappelons, la première fête, je ne sais pas si c'était la première édition ou la seconde édition, vous savez que c'était à Dapaon. On nous avait dit que ça sera rotatif par rapport à d'autres régions. C'est en 2007. Voilà, en 2007 c'était à Dapaon, et c'était dit également que on va pérenniser ça dans d'autres régions, et cela permettrait également, lorsque ces fêtes-là sont annoncées, et cela permettait à développer par exemple ces milieux. Je me rappelle qu'au niveau de Dapaon, que je connais très bien, que je maîtrise, et c'est qu'on avait quand même mis les moyens à la disposition de certains responsables de la localité pour la construction du marché de Dapaon. Mais vous avez vu, ça n'a pas en tout temps marché parce que... Ils ont fait quoi? Ils ont bouffé les sous? Oui, il y avait des vautours qui autour de cette somme. Ils ont fait des cases au lieu de construire vraiment un réel marché. Je crois que cela n'avait pas du tout plu aux autorités par rapport à ce financement. Mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça. Je crois que c'est des moyens, c'est des occasions qui permettent effectivement aux Togolais de se sentir également devant une fête. Je crois que le fait de dire qu'on va fêter ça d'une façon rotative, il faut que le gouvernement y réfléchisse et qu'on ramène effectivement cette fête-là dans chaque région pour que chacun puisse se sentir Togolais par rapport à l'indépendance que nous avons eue. Ildefonse Akbaki, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui le Togo a réellement 57 ans? Je voudrais parler du bilan. C'est un tout petit peu difficile pour moi de faire cet exercice, mais je me rends compte que de plus en plus, le Togo a des problèmes, de très sérieux problèmes.
57 ans d'indépendance. Est-ce que l'on est arrivé à créer un État-nation, c'est-à-dire un véritable creuset de toutes les populations? Et il y avait eu le répété à l'époque, oui, qui était un creuset national. Oui, jusqu'en 90, nous n'avons connu que ça, jusqu'en 90. Et à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui, on nous parle de multipartisme, on nous parle de démocratie, on nous parle de ci et de ça. Mais la question reste posée. Est-ce que toutes les populations togolaises ont des chances égales? Est-ce que les citoyens, c'est-à-dire les fils et filles togolais, ont les mêmes chances, sont égaux devant la loi, bénéficient équitablement des ressources que regorge l'État ou bien le sous-sol togolais? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le Togolais peut aller librement se faire soigner quand il est malade? Est-ce qu'il a d'abord les moyens? Est-ce que les structures mises en place peuvent permettre à ce que l'on ait un accès facile à ces gens? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et au finish, se demander, c'est qu'en 7 ans après, est-ce que nous vivons dans un état normal? C'est une question que vous vous posez. Ouais. À l'Ero Tekala, dans la célébration ou la commémoration, c'est selon de cet événement, on constate depuis quelque temps que ça se fait souvent dans la division, une partie de l'opposition ne se sent pas véritablement dans l'organisation officielle. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on doit dépasser cela après ces 57 ans? Oui, je crois que s'il y a une fête qui devrait réunir toutes les énergies, le 27 avril en est une. Mais comment en sommes-nous arrivés là-bas? Cela n'a pas été décrété par certains. C'est petit à petit que cette façon de ne pas se retrouver dans cette commémoration-là s'est faite dans le temps. Ça n'a pas été décrété. Bon, je vais donner un exemple aussi simple que ça, et ça permettra aux gens de comprendre un peu les ressentiments et les frustrations qui ont peut-être conduit certains à ne pas se reconnaître dans cette façon de fêter dans la communion, dans la symbiose et l'harmonie entre tous. En fait, aujourd'hui, le respect que vous voulez qu'on vous doit, il faudrait en retour que vous le donniez aussi à ceux-là qui le méritent. Ça fait combien de temps que le chef de file de l'opposition demande à rencontrer le président de la République? Il ne l'a pas fait. Aucune raison ne lui a été donnée pour justifier le refus de ne pas le recevoir. Mais vous voulez que ce monsieur-là aille jouer au guignol? Guignol, c'est trop dit. Non, non, laissez-moi, je pèse mon mot, je comprends quand même ce que veut dire un guignol. Un monsieur, il demande. C'est pour des questions, c'est pour discuter des questions essentielles liées à notre pays, à notre vie en commun. Bon, vous ne le recevez pas. Une fois, deux fois, alors que la Constitution, le statut de chef de l'opposition existe. On le lui reconnaît. Il demande. Ou si vous ne voulez pas le recevoir, avancer une idée solide qui pourra permettre à certains, à une opinion qu'effectivement, voilà pour les raisons pour lesquelles on ne veut pas le recevoir. Ils ne vont pas là-bas pour discuter de l'UNIR et de l'ANC, ils vont là-bas pour discuter du Togo. Comment faire pour sortir le pays d'une certaine impasse? Mais on ne le reçoit pas et vous voudriez que ce monsieur-là se mette dans ses beaux habits et que se retrouve là-bas. Heureusement que certains ont quand même accompagné cette dynamique. Mais ça me fait mal qu'il y ait des calendriers de cette commémoration-là, suivant qu'on soit de tel bord ou suivant qu'on soit de tel autre. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées. Il ne faut pas seulement pointer le doigt accusateur en direction d'un parti. Non, nous tous, nous sommes responsables de ça. À un moment, on a voulu même effacer d'une certaine mémoire collective la célébration de cette fête-là. On a même voulu changer l'hymne que nous connaissons, vous et nous, aujourd'hui. On a même la devise de notre pays, on a voulu. Donc, il ne faut pas aujourd'hui chercher les petites bêtes sur des crânes rasés. C'est que le problème, il est profond. À partir du moment où on ne se donnerait pas cette hauteur-là de pouvoir gérer une fois pour de bon tout ça là, on continuera toujours d'être divisé autour de cette fête, malheureusement. Et je vois nos ancêtres, ceux-là qui ont perdu leur vie, se retourner mille et une fois dans leur tombe, voyant
la postérité se livrer à cela. C'est tout triste quand même. Voilà. En marge de cette célébration, le chef de l'État a fait son discours traditionnel. Habituellement, c'est le 26. Mais pour cette année, c'est finalement le 27 avril à 13h. Jacques Diakouty, est-ce que vous savez pourquoi il y a eu ce décalage? Je crois que je ne suis pas le chargé de communication de la présidence de la République, ni le ministre de la communication, ni le directeur de cabinet pour savoir pourquoi. Mais bon, vous savez, le chef de l'État nous a habitués souvent à ces décalages. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu pour le 31 pour décembre. Le 31 décembre. Donc je crois que au 4 ou 6. Voilà, je crois que nous sommes habitués à ce genre de choses. L'essentiel est que le message puisse passer. Et nous avons vu, effectivement, les Togolais attendaient ce message-là la veille, c'est-à-dire le 26, pour savoir ce qu'il fallait retenir de ce message. Mais c'est finalement le 27 à 13h que le message a été diffusé sur la chaîne nationale. Donc je crois que ce qu'il faut retenir de ce message, j'ai dû retenir 5 axes, c'est-à-dire que le premier axe, le chef de l'État a parlé de bâtir une nation forte, c'est-à-dire que c'est dans la solidarité qu'on peut bâtir une nation. Et il a également parlé de l'attachement de la patrie à la volonté commune, de la vision. C'est-à-dire des héros, c'est-à-dire ceux qui ont conquis effectivement ces héros-là, quoi. Oui. Voilà, cette liberté, c'est-à-dire cette indépendance, et qu'aujourd'hui, en tant que Togolais, nous sommes en train de jouir de cette liberté. Et, continuant toujours son message, il a fait allusion au dialogue, parce qu'il s'est dit qu'il n'y a aucune alternative et aucune voie ne pourra sortir, c'est-à-dire les peuples qui sont en difficulté, sans parler effectivement du dialogue. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue-là, quand une nation est en difficulté, quand il y a un problème de la nation, que ce soit le problème politique ou quoi, que ce soit des crises qui vont survenir, par exemple les crises sociales, je crois que c'est toujours dans le dialogue qu'on peut trouver par exemple des solutions. Et il a dit, grâce effectivement à ce climat que le Togo est en train de vivre aujourd'hui, le Togo est en train de renouer avec les partenaires au niveau de l'étranger. Aujourd'hui, il a parlé du fait que le Togo est en train de reprendre sa place dans le concert des nations par rapport à la paix et par rapport à la quiétude que le Togo est en train de vivre. Et pour terminer, il a rendu hommage également aux forces de l'ordre de sécurité qui sont en train de travailler d'une façon professionnelle à la survie, à la protection également des populations. Donc, il faut reconnaître que c'est les axes-là que j'ai pu retenir au cours de son discours. L'axe frappant, c'est que on constate aujourd'hui que le chef de l'État fait plus allusion et repose effectivement tout son discours sur le fait que aucun problème, aucune situation ne peut trouver une solution, une issue sans le dialogue. Aliru Tchakala, vous avez parcouru de long en large ce discours de 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus? Ce discours ressemble étrangement à tout cela que nous avions antérieurement eu de la part du président de la République. À quelques exceptions près, si ce n'est le fait d'insérer le 27 avril, moi, ça ressemble fort drôlement à tous les discours que le président de la République nous a toujours servi. Je crois qu'il ne se prêterait pas à cet exercice si les circonstances ne lui imposaient pas cela. Bon, les axes sont restés les mêmes. La paix, la cohésion, on remercie les forces de l'ordre et de sécurité. Mais c'est vrai, il y a plusieurs enjeux auxquels nous devrons faire face. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'on fasse un discours qu'il aurait été bon, qu'il fasse un discours bilan. Qu'est-ce que nous avions fait pendant un temps jusqu'à cette période? Quels sont les grands défis auxquels tous les Togolais doivent s'attendre et comment ensemble on peut mener à bout ces grands défis pour faire grandir notre pays? Et là, il a dit que le monde bouge et le Togo ne saurait être en reste. Ça m'a beaucoup frappé.
qu'est-ce que, en décryptant bien cela, qu'est-ce que le président a voulu dire? Le président a voulu dire qu'il voit ce que vous et nous voyons aussi. Les mutations qui se font. Et le Togo ne saurait être en reste de ces mutations-là que nous voyons. Là, il faut aujourd'hui un déclic pour que nous ne soyons pas cette curiosité-là aux yeux des autres. Apparaît à partir du moment où les mutations se font ailleurs et que chez nous, ça reste statique. Ça veut dire que le chef de l'État veut s'inscrire dans cette dynamique-là de voir le pays, oui, le Togo, bouger aussi comme les autres pays, ce que nous voyons ailleurs. Donc, je crois que il faut retenir cela. Ça veut dire que les jours à venir, on verra certains actes forts posés pour que le Togo ne soit plus ce pays-là qui se singularise par certains trucs qu'on ne voit nulle part. Donc, on veut aussi être dans la dynamique du Ghana, du Burkina, du Bénin. Donc, ça, moi, ça m'a rassuré. Maintenant, il reste comment joindre des actes par rapport à cette parole qu'il a eu à décliner au cours de ce message. Et Ildefonse Akpaki, le chef de l'État, a bien évidemment parlé de cela. Il a ensuite invité à un véritable patriotisme. Pour lui, il faut se départir des considérations partisanes. Bien, moi, je voudrais faire quelques observations avant de m'appesantir sur le contenu même du discours du chef de l'État. Alors, la première observation, c'est qu'on a comme l'impression que le chef de l'État est forcé de s'adresser à la nation. C'est comme s'il est forcé. Par qui? Je me rappelle, il y a 2 ans, le chef de l'État s'adressait au peuple togolais un 2 janvier de l'année dont je parle. Et fort curieusement, j'ai entendu le chef de l'État dire au seuil de la nouvelle année. Ce qui veut dire que peut-être que l'enregistrement avait été fait et comme on prend tout à la légère, on n'a pas eu le temps d'effacer puisque le discours n'a pas été fait le 31 comme il a l'habitude de le faire. Il a fait un 2 janvier. Et cela n'était pas un lapsus. Alors lui, il parlait tout à l'heure d'une cellule de communication du chef de l'État. Alors, si vous et moi, nous disons, deuxième observation, que nous sommes habitués à écouter le chef de l'État un 26 avril et que ce n'est qu'hier à 13h qu'il a fait, moi j'avais eu à faire une émission dans la matinée où j'étais farouchement contre le fait que le chef de l'État n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Que vous ne savez pas? Je ne savais pas. Et puisque le discours a été fait à 13h, moi j'ai fait l'émission à 8h. C'est un peu bizarre. Voilà pourquoi je dis que on a comme l'impression que le chef de l'État est forcé de parler à la nation togolaise. Voilà ces quelques observations que je voudrais faire. Sur le contenu, Alirou disait quelque chose de très fort maintenant. J'aurais aussi souhaité que ça soit un discours bilan. 57 ans d'indépendance, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui a été fait? Surtout sous son régime, où nous avons remarqué que le Togo a beaucoup plus de problèmes. Non, ne nous voyons pas la face. Il a effleuré un certain nombre de choses. Lorsque je prends le chef de l'État qui dit, je le cite, lorsque surviennent des désaccords, il est nécessaire que toutes les voies du dialogue soient recherchées. Fin de citation. Combien de fois le chef de file de l'opposition lui a envoyé des courriers? Combien de fois? C'est lui qui parle de recherche de voies de dialogue. Combien de fois, dites-moi? Non. Combien de fois? Soyons sérieux. Et il faut que le chef de l'État, à un moment donné, soit aussi un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui voit la réalité et qui en parle. Alors, je le cite, il est important que les citoyens puissent trouver chez leurs interlocuteurs investis de responsabilité, l'attention et la disponibilité indispensables à la réduction des tensions. Comment il est en train de résoudre tout ce que nous avons aujourd'hui comme crise dans le pays, le chef de l'État. C'est lui qui parle. Il y a pratiquement dans tous les secteurs des problèmes. Le dernier en date, les enseignants. Est-ce que le chef de l'État, dans ce qu'il a dit, est-ce qu'il a effleuré les crises sociales que nous traversons? Mais il avait envoyé son Premier ministre régler le problème. Est-ce que c'est le Premier ministre qui a juré sur la Constitution togolaise d'œuvrer pour l'unité nationale? Est-ce que c'est lui? C'est lui qui l'a nommé chef de Je l'État. dis, est-ce que c'est... Non. Le premier concerné, c'est le chef de l'État. Voilà pourquoi il jure sur la Constitution. Le chef de l'État n'est pas
au-dessus de la constitution togolaise. Alors, il lui revient en tant que premier responsable de tout mettre en œuvre pour que le pays connaisse une paix. Et quand le chef de l'État parle de paix, et il fait l'éloge, je dis bien, il fait l'éloge à l'armée, moi des fois j'ai des pincements au cœur. Pourquoi? Vous voulez que je vous rappelle ce que l'armée a posé comme acte macabre? Mango, rappelez-vous. Rappelez-vous Gléi. Rappelez-vous à Bobo Zeglé. Rappelez-vous à Guazongo tout dernièrement. Rappelez-vous tout ce que l'armée fait lorsqu'on poursuit ces jeunes vendeurs de carburant frelaté. Mais ces crimes sont signés l'armée, ayons le courage de le dire. Mais je l'ai entendu à Temeya la dernière fois dire qu'il apprécie le travail qui est fait par l'armée. Je sais qu'il est le chef suprême des armées. Mais la mission que la Constitution, c'est-à-dire notre père commun, donne à l'armée, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Ce n'est pas d'oppresser les populations. J'ai des pincements au cœur quand le chef de l'État remercie l'armée. C'est vrai que l'armée fait ce qu'elle doit faire, mais est-ce que le service de maintien d'ordre revient à l'armée? J'ai entendu le chef de l'État parler de l'évolution, parce que le Togo est entré dans fait des pas dans le concert des nations. Mais je suis un tout petit peu malheureux lorsque dans le système de l'UEMOA, la TVA est instaurée pour 10% et qu'au Togo, les autorités ont maintenu à 18%. Entre-temps, c'est rectifié sur certains produits. C'est ramené à 10% sur certains produits. Sur certains produits. Vous avez dit sur certains produits. Est-ce que la loi de l'uniformisation de cette taxe-là est fixée à 10% pour tous les produits? Non. C'est des choses qu'il faut relever. Le chef de l'État sait très bien que nous traversons une période où la question des réformes, et c'est en cela que je voudrais saisir l'occasion pour remercier les évêques togolais pour leur dernier communiqué qu'ils ont publié. Ce communiqué qui fait le diagnostic des maux dont souffre le Togo. Mais quand on veut bâtir une nation forte, il faut avoir des institutions fortes, comme l'avait dit entre-temps l'ancien président américain. Qu'est-ce que nous voyons au Togo? Prenez toutes les institutions togolaises. Vous saurez que ces institutions togolaises sont malades. Commençant par la présidence elle-même. Moi, je l'ai toujours dit. 12 ans après, la Constitution fait obligation au chef de l'État de faire l'état de la nation devant les députés. Article 74 de la Constitution. Est-ce qu'il a fait? Vous l'avez vu une fois fait? Est-ce que le chef de l'État a une fois présenté l'état de la nation aux députés comme la loi fondamentale l'exige? L'article 145 qui lui fait obligation de déclarer, lui et certaines autorités, leur avoir est bien. 12 ans. Soyez des exemples. C'est ce que nous voulons. Jacques Dakouti, le chef de l'État, dans son message, a beaucoup plus insisté sur le patriotisme, la citoyenneté. Il a également invité à préserver nos acquis démocratiques. On peut quand même remarquer que ce ne sont pas seulement des jeux de mots. Je crois, parce que vous savez, si il a pu évoquer ces choses, c'est que finalement, je crois que le chef de l'État se rend compte finalement que le degré d'intolérance dans le pays et les frustrations que les compatriotes sont en train de vivre dans ce pays, je crois que ces frustrations aujourd'hui doivent interpeller chacun à son niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que les jeunes qui sont au bord de la route, qui ne cherchent que leur pain quotidien, parlant des jeunes là qui vendent par exemple l'essence dans certains quartiers, et quand vous prenez même le Togo de profondeur, il n'y a pas souvent les stations d'essence pour servir les populations, et que ces jeunes là ça donne par exemple à cette vente, et qu'on poursuive ces jeunes là comme des lapins,
et pour soit retirer ce qu'ils ont ou bien les abattre. Vous voyez que vraiment c'est des situations difficiles. Et évoquer ce problème-là dans un discours, je crois que finalement le chef de l'État s'en rend compte que c'est vraiment un problème réel qu'il faut effectivement résoudre et qu'il faut chercher également les voies et moyens pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui dans une nation qu'on puisse augmenter par exemple le prix du pétrole et que les gens sortent pour manifester à main nue et qu'on puisse encore tirer sur cette population et qu'on puisse tuer encore un compatriote. C'est pour dire que c'est quand même difficile, c'est insupportable effectivement pour un pays. Parce que on sait que la Constitution donne à chaque citoyen de pouvoir manifester. Si par exemple ces droits sont brimés, et je crois que la manifestation d'Agoué, c'est une manifestation spontanée. Et on ne peut pas comprendre comment les forces de l'ordre de sécurité qui sont là pour protéger notre intégrité, que ces forces de l'ordre puissent utiliser encore leurs armes et sortir une balle réelle et aller tuer quelqu'un. Vous voyez que c'est des frustrations. Aujourd'hui, on nous a parlé de la question effectivement des enseignants également. Vous savez également, c'est un conflit là-bas. Il y a également le problème du foncier, et qui est également là-bas, qui constitue une bombe également à retardement dans ce pays. C'est vrai qu'il y a eu un colloque qui a eu lieu dans les semaines passées, parlant de ce foncier, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu les conclusions pour savoir qu'est-ce qu'il faut retenir effectivement au cours de ce colloque, qu'est-ce qui a été dit. Parce qu'on a appris par certains que aujourd'hui, ce qui a été retenu, c'est que lorsqu'un compatriote veut par exemple acheter un terrain, il faut que les notaires puissent donner l'aval avant que les populations ne puissent maintenant acheter un terrain. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant des problèmes antérieurs que nous avons? Quand vous prenez aujourd'hui notre justice, il y a des problèmes fonciers au niveau de cette justice-là. Et aujourd'hui, quand vous prenez également d'Aného jusqu'à Saint-Cancé, vous allez voir une seule personne qui a plus de 100 hectares à lui seul. Une seule personne. Vous allez voir dans les localités. 100 hectares, 30 hectares, 20 hectares par ici. Et il faut, tenez-vous bien, ces terres-là ne sont pas exploitées. Alors qu'à côté, il y en a qui sont là, qui veulent exploiter ces terres, mais n'ont pas les moyens. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que c'est des conflits qui sont encore là, qui couvrent, et que lorsque peut-être l'étincelle encore va se déclencher, les gens vont commencer à encore pas sortir. Il y a également le problème de la chefferie au niveau de ce côté, parlant de la Matessi. Vous voyez, c'est également des foyers de tension. Comment résoudre également ces problèmes-là? On a appris qu'il y avait un conflit au niveau de Pagouda. Vous avez ce que cela a également donné. Donc aujourd'hui, vous prenez notre pays, dès qu'il y a une petite étincelle comme ça, les gens sortent. Et lorsque les gens sortent, c'est des blessés. Et des blessés graves. Donc c'est pour vous dire que le degré d'intolérance aujourd'hui dans notre pays est tellement élevé. Et donc il est important qu'on puisse trouver effectivement des voies et moyens pour voir comment, en tant que compatriote, en tant que Togolais, lorsque les problèmes là surgissent, comment faire effectivement pour régler ces problèmes. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, si on ne sait pas faire, si ça déclenche un matin, ça sera difficile de pouvoir calmer les gens. Donc je crois que c'est cette situation-là, certainement que c'est l'analyse et le diagnostic que le chef de l'État a fait, et il parlait effectivement au cours de son discours, le fait de régler les problèmes par le dialogue. Donc je crois que s'il faut régler les problèmes par le dialogue, il faut poser effectivement des actes qui permettront aux compatriotes de pouvoir s'entendre, et que lorsqu'un compatriote a maille à partir avec la justice, lorsqu'il va devant cette justice-là, que le compatriote sente qu'il a un problème avec quelqu'un et que le juge sera le recours pour l'aider à trouver la solution. Il avance pour terminer avec ce sujet-là. Oui, vous savez que c'est vrai que notre pays, le Togo, présente aujourd'hui beaucoup de lacunes et nous allons, chaque fois que l'occasion nous est donnée, d'en relever des choses. Quand je faisais les observations, les toutes premières observations, j'ai oublié de mentionner également que
Le chef de l'État fait de très beaux discours. Mais comme l'a dit tout à l'heure Jacques en finissant son développement, les actes ne suivent pas. Alors nous nous posons la question de savoir que valent les paroles sans les actes. Ce qui m'a le plus choqué encore dans le discours du chef de l'État, c'est que les mots dont souffre même le pays ont été oubliés. Le chef de l'État ne peut pas parler sans faire allusion aux crises sociales que traverse le pays. Peut-être qu'il a fait un parabole. Vous l'avez écouté? En Oui. parabole. Il a invité à régler le problème par le dialogue. Le chef de l'État ne peut pas, en tant que président de la magistrature, article 115, ne peut pas parler sans faire allusion aux réformes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un quiproquo dans la mise en œuvre des réformes. Nous ne savons pas exactement la structure qui a maintenant le monopole de faire ou bien de mettre en œuvre les réformes. Puisque, entre-temps, d'abord, l'accord même dit que c'est les parties prenantes. Entre-temps, le chef de l'État, répondant au chef de file de l'opposition, a dit que les réformes se feront à l'Assemblée nationale. Puis après, le chef de l'État sort du Togo, on lui tend le micro, il dit que les réformes se feront à travers un groupe de réflexion d'intellectuels. Nous en étions là. La dernière fois, c'est l'instance qui est chargée même, à qui le pouvoir est donné de faire les lois, qui renvoie le projet de loi au Ashkroun. Maintenant, dites-moi, concrètement, quelle est cette structure qui est chargée de faire les réformes? Alors, le chef de l'État n'a pas eu le courage de parler des réformes. Donc, ce qui veut dire que ce manque de volonté de faire les réformes se remarque de jour en jour. Mais je voudrais finir en citant encore quelques passages. Allez-y très rapidement, puisqu'il y a un dernier sujet qu'on doit boucler. Quelques passages du communiqué des évêques que je trouve qu'il faut mettre sur la place publique pour aider le chef de l'État à comprendre réellement que le Togo souffre. Il a lu. Et la lassitude, la désespérante latitude s'est de nouveau installée comme une bombe à retardement, prête à exploser à la première occasion. Osons le reconnaître. Derrière les apparences de quiétude et de tranquillité qu'affiche le Togo, notre cher pays, va mal. Ces fils et filles sont de plus en plus désabusés. Ils ne savent plus quel chemin emprunter pour sortir de l'ornière et parvenir à la paix. Le chef de l'État aussi a parlé de paix. Mais nous ne pouvons pas vivre dans ce genre de situation en disant que nous recherchons la paix. Voilà, c'est deux situations. Le chef de l'État, il parle de la paix qui est déjà réelle. Les évêques invitent plutôt à régler les problèmes pour retrouver la paix. Voilà, vous gardez le micro, Ildefonse Akpaki. L'opposition également, du moins une partie, CAP 2015, continue la lutte pour venir aussi au pouvoir à travers un colloque, et c'est le deuxième du genre qui a commencé ce matin sur la problématique de l'alternance politique en Afrique. Comment est-ce que vous appréciez l'initiative de ces partis regroupés au sein de CAP 2015? Comment est-ce que j'apprécie? Mais demandez-moi plutôt, est-ce qu'ils ont encore d'autres moyens à part ceux qu'ils développent aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas une opposition armée, et celle que nous avons au Togo s'est toujours contentée des marches, des meetings et des colloques. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde encore? Je crois que c'est la démarche que l'opposition togolaise a choisie au finish pour réfléchir, puisque au cours de ces rencontres, on a tendance de réfléchir sur ces mots-là qui minent certains pays africains, y compris le Togo. Et tous les panélistes, pour la plupart, qui sont peut-être étrangers, qui viennent, c'est des gens qui sont rompus à la tâche, qui
vivent certaines réalités qui apportent des solutions dans certains pays. Je crois que c'est un rendez-vous de partage d'expériences qui peut-être permettront aux uns et aux autres, peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, à adopter d'autres moyens. Sinon, tout ce que je sais pour l'opposition togolaise, c'est ce qu'elle est en train de faire. Jacques Dakouti, il y a plusieurs, en dehors du grand thème, de la thématique, la problématique de l'alternance politique en Afrique, il y a plusieurs sous-thèmes qui sont à l'ordre du jour. On a parlé de libre accès aux médias et égalité des chances pendant les compétitions électorales en Afrique, qui a été exposé ce matin par Francis Platinet. Il y a d'autres sujets également, notamment la contribution des confessions religieuses dans le processus de démocratisation du continent, la communauté internationale et l'alternance politique en Afrique. Et là, c'est avec le professeur Albert Bourgi, rôle et responsabilité des élites africaines dans la démocratisation du continent africain et bien d'autres sujets, le rôle de l'armée dans le processus de démocratisation en Afrique, l'instrumentalisation politique de la diversité ethnique en Afrique, entre démocratie et dictature en Afrique, rôle et responsabilité, compétences des commissions électorales. Voilà les sujets qui sont au menu de ce deuxième colloque. Bon, c'est-à-dire que, honoré entre nous, c'est-à-dire quel sera l'impact, quel impact sur nos populations? Donc vous ne pensez pas à la pertinence d'un colloque? Non, aucun impact. Prenez un monsieur qui est à Djarbanga actuellement. Est-ce qu'il sait que quelque chose se passe à Lomé? Vous lui parlez de ce colloque. Ça ne le met pas. Prenez quelqu'un qui est peut-être à Yométien. Est-ce qu'il sait que quelque chose se passe aujourd'hui à Lomé? Pas du tout. Les gens sont dans un enclos quelque part là-bas. Ils sont en train de discuter. Peut-être après 2-3 jours, ils vont se séparer. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Aujourd'hui, il faut trouver notre stratégie. Il faut trouver notre stratégie. La stratégie des colloques, ça ne marche pas. Le colloque, ils l'ont fait l'année passée. Dites-moi, s'il fallait parler de ce bilan, qu'est-ce que cela a donné? Quel impact au sein des populations? Aucun impact. Aujourd'hui, on réitère encore le même colloque aujourd'hui. Après cette sortie, quel impact également au sein des populations? Je ne vois aucun impact. Et puis c'est les mêmes qui se retrouvent encore dans ces enclos-là pour parler effectivement de ces colloques. La démocratie togolaise aujourd'hui a besoin d'être repensée. La lutte démocratique aujourd'hui au Togo a besoin d'être repensée. Donc moi je crois que si on prend ces aspects et on organise par exemple des rencontres foraines dans les chefs-lieux, c'est mieux. Au lieu de rester à Lomé, et on se voit entre chefs de partis politiques. Il y a des tournées qui se font par moment par certains partis. Oui, mais c'est que ces gens de colloques, il faut les faire comme ça. Il faut les organiser. Faites les foraines. Si, par exemple, l'année passée, ils l'ont fait à Dapaon, peut-être ils pourraient le faire à Kara cette année. Comme ça, jusqu'à arriver à Lomé. Je crois que ça aura un impact. Mais chaque année, on se retrouve à Lomé. Et c'est les mêmes acteurs qui se retrouvent et qui discutent et ils s'en vont. Ça n'a pas du tout d'impact. Et ceux qui restent souvent dans ces salles, qui suivent par exemple ces colloques, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. On ne voit rien sur le terrain. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est important que l'opposition togolaise puisse repenser la lutte. Mais depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait quand même, ils ont fait beaucoup de pas. Donc je crois qu'il est important de s'asseoir pour mieux réfléchir, orienter les populations vers vraiment une lutte salutaire, au lieu de rester tout le temps qu'on veut faire par exemple des colloques, et à la sortie de ces colloques-là, on ne voit pas d'impact. Il est faux, pour Jacques, ces colloques n'ont pas vraiment d'impact et il faut changer de stratégie. Non, moi je respecte l'opinion de Jacques, je l'ai toujours respecté. Jacques a fait une analyse, quitte à ceux qui sont concernés d'en tirer les leçons qu'il faut. Mais ce qu'il a lieu de dire, et là je suis d'accord avec lui, c'est d'intensifier encore et encore dans les contrées les plus reculées. Il a parlé de Djarbanga, il a parlé d'un autre village qui m'a fait sourire, Yométien.
c'est d'arriver à aider ces populations-là aussi à toucher du doigt certaines réalités, comme cela se fait déjà dans la capitale. Dans la capitale, nous avons compris. Moi, je crois qu'il faut faire la conquête de l'intérieur du pays. Et comme je l'ai dit, sans vouloir jeter du discrédit sur X ou sur Y, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour l'opposition togolaise à part les marches, les meetings et les colloques, en face d'un pouvoir aussi redoutable que ça? Est-ce qu'il y en a? C'est la grande question. On reste avec vous pour terminer. Le colloque va finir demain. Au-delà du colloque, la vie continue. Le week-end, comment ça va être avec vous? Je suis à Lomé, je peux t'inviter. Je suis à Lomé. L'indépendance continue. Ou alors, si Jacques veut m'inviter à Dapaon, je vais le suivre, volontiers. Puisque forcément, il y aura un long week-end. Hein. Oui, mais il y a le 1er mai qui est là lundi. Je veux découvrir le Grand Nord. S'il veut bien m'inviter, je le suis. Jacques? Oui, bon. Et dans le fond, je crois qu'il faut attendre ma part. Je vais t'inviter après. Merci. Demain, moi j'ai des enterrements à faire. Donc, je serai à deux endroits pour 2 enterrements et l'après-midi, je serai à mariage. Mais je crois que ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de réorienter une fois encore la lutte. Aujourd'hui, les populations ont besoin plus que ça. Les gens ne sont pas souvent informés. Et tout ce qui se passe à Lomé, les gens de l'intérieur ne sont pas au courant. C'est pourquoi moi souvent, quand les gens disent que non, que la lutte c'est faux. Sortez un peu de Tchévier et allez vers le nord. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent à Lomé, les gens ne sont pas au courant. Donc aujourd'hui, il ne faut pas seulement rester dans la capitale pour dire qu'on a conquis le pays. C'est faux. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. Donc il ne faut pas toujours dire que non, on est à Lomé, bon, quand au niveau des médias, on écoute ce qui se passe, mais est-ce qu'à l'intérieur du pays, les gens ont la même chance d'écouter ces médias? Ils n'ont pas la même chance. Donc une fois encore, il faut qu'on puisse orienter encore une fois la lutte et essayer d'intensifier, comme à quoi qu'il le disait, l'information au sein des populations. Les gens veulent être informés, les gens veulent savoir réellement ce qui se passe. Du moment où vous arrivez à conquérir la mentalité des gens, vous allez voir que le changement viendra. Mais du moment où on ne veut pas changer cette mentalité, on veut toujours rester tel que nous étions, les choses resteront telles qu'elles sont. Merci beaucoup, Jacques Diakouté, journaliste et analyste politique, Idefon Sakpaki, directeur de la publication de l'hebdomadaire La Gazette du Golfe, qui revient. Oui, ça revient. Félicitations. Merci beaucoup. Notre troisième invité, Aléro Tchakala, nous a entre-temps laissé pour des impératifs. Hein. Il a commencé avec nous. Merci également à lui. Cette émission, Les Spécialistes, est bien terminée. Mise en onde de Romaric Freitas. Bon week-end à vous et bonne fête de travail par anticipation. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92